Le Liban, c'est la terre de tous les délices. La gastronomie est plus qu'un patrimoine, c'est un ciment national. En dépit des drames et des déchirements qu'a connus le pays, les Libanaises savent toujours se retrouver autour d'une bonne table. Ici, le repas de famille reste sacré et l'hospitalité libanaise est réputée dans le monde entier. À chacune de mes rencontres, mes hôtes m'offrent toujours quelque chose à manger. Ce voyage dans la gastronomie libanaise me réserve quelques surprises. J'ai découvert une nouvelle bière. Elle est tellement libanaise qu'elle porte le nom de 961, l'indicatif téléphonique du Liban. Sur la fameuse corniche de Beyrouth, j'ai été initiée au plaisir de la cuisine de rue, très populaire chez les Beyrouthins. La manouché, c'est le petit déjeuner national au Liban. J'ai appris à maîtriser l'art de cette sorte de pizza libanaise dans une échoppe du quartier de Badaro. Enfin, j'ai confectionné de délicieux plats libanais avec les veuves de l'association Ashralouna, une des meilleures tables de Beyrouth. Pour commencer ce parcours gastronomique, je vais à la rencontre du fondateur du premier marché bio du Liban. Kamal Mouzawak a permis à des producteurs venant de tout le pays de vendre leurs produits dans la capitale. Ensuite, il a ouvert un restaurant où l'on ne sert que des produits issus du marché qu'il a créé. Bonjour. Coucou. Bonjour à tous. Hello. Je suis Kamal. Je suis Kamal. Ça Bienvenue va? à Taoulé. Mais merci. Bon, alors voilà ton restaurant. C'est pas mon restaurant, c'est le restaurant d'une organisation qui s'appelle Souk Taïeb. C'est une aventure qui a commencé en 2004 avec un marché fermier, un marché de producteurs exclusivement. C'était pas un marché d'épicuriens, mais plutôt un projet de développement social pour soutenir tant de producteurs extraordinaires dans tous les coins du Liban. Donc tous les jours, il y a une femme qui vient d'une région différente et au lieu qu'on aille dans le village pour goûter à la cuisine, à la maison de cette dame-là, c'est une dame qui vient chez nous. On mange pas la même chose à la maison qu'au restaurant? Pas du tout. Ah bon? Le restaurant, c'est les mésés. Et les mésés, c'est ce qu'on connaît le plus à travers le monde. Et ça, c'était un peu la révolution de Taoulé à faire que cuisine maison. Une cuisine très régionale, très typique de chacune des régions du Liban. Et Alors qu'est-ce qu'on mange traditionnellement dans les maisons? Des ragoûts, peu de viande, beaucoup de légumes, de légumineuses et des salades, des produits de saison et des produits locaux aussi. Suzanne vient de l'extrême nord du pays et Mona vient de l'extrême sud du pays. Et on a voulu faire un peu la compétition des Kébé. Donc comment est-ce que dans un si petit pays, on peut avoir deux expressions culinaires tellement différentes autour d'un même plat qui est le Kébé? C'est une purée de viande avec laquelle on va mélanger du blé concassé. Un kébé qui est fait tout simplement à partir d'une viande exceptionnelle de chef, évidemment très fraîche puisqu'on va la manger crue, des chefs des montagnes, un peu de bourboule, donc le blé concassé, et un peu de blanc et rien d'autre. Déjà comme ça, nature, c'est un goût particulier? Donc, il y en a que c'est choyé. Déjà, regarde quelle belle couleur. Et donc le sud, c'est une tradition complètement différente. Regarde tout ce qu'il y a comme herbe. Il doit y en avoir 18 différentes. De la cannelle, du basilic, de la menthe, du poivre vert. Donc il faut que tu goûtes à son kébé et regarde qu'est-ce que c'est beau, elle te le donne dans une feuille de basilic. Là, tu as le goût de la viande. Oui, absolument. Qui est divin. Voilà. Et là, tu as le moelleux de la viande et ensuite l'explosion en bouche de toutes les épices. Ouais, c'est très très différent, rien à voir. Bon, je vous donne un coup de main? Qu'est-ce que ça t'apporte de venir partager ta cuisine ici avec les habitants de Beyrouth? Je leur fais connaître la cuisine du village de Srarta dans le nord. Et en même temps, c'est l'occasion de les rencontrer. Il se crée un lien avec eux. J'ai l'impression de les recevoir chez moi, dans ma cuisine, et pas de travailler dans un restaurant. Qu'est-ce qui te plaît dans cette expérience? J'aime enseigner ce que je connais, parce que je sens qu'on perd notre authenticité. J'aime Souk El Taïeb parce que ça nous permet de la préserver, justement. Et nous soutenons les agriculteurs aussi. Moi, je suis agricultrice. Tout vient de notre terre. Nous avions arrêté de cultiver parce que personne n'achetait nos produits. Tout pourrissait sur pied. Maintenant, nous avons un marché. C'est bien.
Si Souk el-Tayeb n'existait pas, nous serions toujours au même point. Toutes nos récoltes seraient gâchées. Ensuite, tu vas le recouvrir. Tu le remplis pas plus. Comment tu as découvert, toi, toutes ces cuisines si différentes? Je suis fils de producteur et de paysan, donc je connais très bien ce que c'est que la terre. Et la guerre s'est terminée et ce tout petit pays qu'est le Liban était divisé en une dizaine, en une quinzaine de pays. Et un de ces jours, c'était OK, il n'y a plus de frontières maintenant entre une région et l'autre. Il fallait aller à la rencontre de l'autre. Et c'était ouf, mon Dieu. L'autre, c'était pour chacun de nous, l'autre qui voulait nous exterminer et nous tuer. Donc, je suis parti pendant 2 ans me promener sur tous les chemins de ce pays. Et tout ce qui m'a touché, ce n'était pas du tout les ruines de Baalbek ou des lieux naturels ou historiques, mais tout simplement combien les gens étaient pareils. Le slogan ici, c'est quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'il y a à manger maman? C'est ça notre slogan. Donc tous les jours, c'est une maman d'une région différente, qu'elle soit blanche ou noire, ou chrétienne ou musulmane, ou de n'importe quelle appartenance. C'est une maman, c'est la terre nourricière, c'est la maman qui nourrit sa famille aussi. Donc comment est-ce qu'on pourrait toujours construire autour de cela? Je quitte le centre de Beyrouth pour me rendre en banlieue, dans une usine un peu particulière, puisqu'on y fabrique une bière appelée 961. 961. Un nom qui revendique haut et fort son identité libanaise. En effet, il s'agit de l'indicatif téléphonique du Liban. Le patron de cette brasserie s'appelle Mazen Hajar. C'est un ancien homme d'affaires. Il a eu l'idée de cette bière libanaise au beau milieu des bombardements israéliens qui ont ravagé le pays en 2006. Je ne savais pas qu'on faisait de la bière au Liban. Au départ, la bière vient de cette région du monde. C'était en 9000 avant Jésus-Christ. Malheureusement, ça n'a pas prospéré ici. Alors nous essayons de ramener la bière sur sa terre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on a créé la première bière libanaise. C'est un type de bière que l'on élabore en utilisant des herbes et des épices, habituellement associées à la nourriture. Aujourd'hui, on va essayer de les introduire dans notre bière. Alors on commence avec l'orge, et on va sans doute utiliser la moitié de ça, et le verser dans l'eau. Est-ce que ça bout? Non, elle est juste chaude. En fait, là, ce processus va donner la couleur de la bière. Ça va aussi lui donner du corps. Et puis il y a le sucre, qui en fermentant, va donner de l'alcool et va produire la gazéification. Quand est-ce que tu as brassé ta première bière? C'était très exactement en juillet 2006, pendant la guerre avec Israël. On était chez moi, on faisait de la bière dans ma cuisine. C'était notre toute première bière. Et à ce moment-là, mon associé, Hendrik, m'a dit « On pourrait dire aux gens qu'on a commencé quand la ville était bombardée, en pleine guerre. » Je savais que le Liban se redresserait et qu'il finirait par se reconstruire. C'était donc le meilleur moment pour se lancer. On a emménagé dans ces locaux en 2010. Il y a 2 ans, on produisait 200 000 bouteilles par an. Cette année, on en a produit 10 millions. L'année prochaine, on prévoit d'en produire 45 millions. Et on en exporte déjà dans 16 pays. Et dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant de faire de la bière? J'ai travaillé dans une banque d'investissement libanaise pendant 9 ans. J'étais responsable financier pour une des plus grosses banques du Liban. Et puis j'ai eu l'idée folle de monter ma propre compagnie aérienne. Mais à l'époque, le gouvernement voulait garder le monopole de Middle East Airlines. Et nous n'avons pas obtenu les autorisations nécessaires. Et puis un jour, je me suis réveillé dans le désert et j'ai eu envie de rentrer dans mon pays et de faire quelque chose en rapport avec la nourriture. Alors je suis revenu pour faire de la bière. Et alors, l'eau avec l'orge, après, tu le fais bouillir. Exactement, on fait bouillir, juste là. Et c'est là que tu vas rajouter les épices. Voilà, mais d'abord on rajoute le houblon. Ah, le houblon. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de retirer l'amertume. Et ça apporte aussi les conservateurs naturels. On va laisser bouillir pendant 30 minutes. Et on va extraire le goût du houblon. En attendant, tu me fais découvrir ton usine?
Bien sûr. Beaucoup de gens considèrent que c'est ma salle de jeu. Ils disent qu'elle ressemble à la chocolaterie de Willy Wonka. Maintenant, on rajoute les épices. Tout ça? On va commencer par le thym. Comme ça? Abracadabra. Ok. Très bien. Maintenant, on rajoute le sumac. Ça, c'est le sumac. Sumac. Ça, c'est très épicé. C'est un peu acide. Oui, c'est un peu acide. Exactly. L'anis. Voilà l'anis. And you can Et smell tu it. peux sentir. Oui, la camomille, ça sent tout de suite. And now you're picking Et là, up some on of sent the le thyme, thym et la sauge. some of the sage. And that's Et it. c'est tout? That's it. C'est tout. I mean, the beer is... Là, la bière est prête? The beer is not ready. This is Non, la bière n'est pas prête. C'est un liquide très sucré, avec une amertume un peu huileuse, et tous les arômes sont encore séparés. very separate. OK. And Ensuite, tu laisses reposer? We're gonna On va la refroidir, cool it, OK. and then we're gonna put et it ensuite in on va la mettre dans un baril de fermentation, comme celui-là, mais en plus petit. Et on va rajouter la levure. Within 2 Et weeks. dans 2 semaines, elle sera prête? 2 to Oui, 3 weeks. d'ici 2 à 3 semaines, ça sera bon. Few beers in the sun. We have to have a dry hand. Pour it with foam. La Corniche. C'est un des derniers endroits où on peut encore flâner à Beyrouth. C'est le rendez-vous de tous les Beyrouthans, toutes générations confondues. On vient se balader ici, seul ou en famille, quelle que soit son origine ou sa confession. C'est face à la mer que j'attends mon amie, la comédienne Anjori Hani. C'est elle qui a tenu à me donner rendez-vous dans cet endroit mythique. Ce qui est bien quand on vient sur la corniche, c'est qu'on peut rencontrer toutes les couches sociales. Tout le monde y vient, les riches comme les pauvres. Il y a un vrai mélange. Au Liban et particulièrement à Beyrouth, c'est une bonne chose. Là, on va manger quelque chose de très bon et de très traditionnel. C'est un genre de cocktail. Ça s'appelle littéralement un cocktail de morceaux. Bonjour. Tu as tous les fruits possibles. On les coupe et on ajoute du jus. Qu'est-ce que tu aimes, toi? Moi, je prends toujours la même chose quand je viens ici. Du jus d'avocat avec du fromage blanc et du miel. Et tu le mélanges avec autre chose ou pas? Avec les fruits. Ah, d'accord, très bien, très bien. Tu veux quoi, toi? Mangue et kiwi. Donc là, il nous met de la banane. بلشنا نحط البنان. Ça, c'est le jus d'avocat. Oui, le jus d'avocat. Kiwi. Kiwi. Ah, là, il coupe les petits morceaux. Ah ouais, Ouais. en fait, c'est à manger, hein, c'est pas à boire. Ça, c'est tes souvenirs d'étudiante, j'imagine, non? Oui, Ouais, c'est oui, ça. Hein. oui. Ah, c'est les noix de pécan Ouais. et de la crème. Ça va. C'est le dîner, hein. C'est bon, tu en as mis assez. C'est tout? Il y en a trop déjà. Merci beaucoup. Ça a l'air super. C'est typiquement béroutin, ça? Oui. Allez, chill. Merci. Waouh, waouh, waouh.
Alors, on veut des fèves au citron avec ton mélange d'épices. Emma, tu ne peux pas venir sur la corniche sans manger des fèves au citron. Quand tu viens, tu manges ça ou des lupins. Oh, il est beau le citron, dis donc. Tu mets des carottes avec? Moi, d'habitude, je les prends sans. Pas chez moi. C'est plutôt un apéro ou un dîner? Non, en général, ça se mange comme ça, pas au dîner. Ça, c'est juste un encart. C'est juste pour grignoter. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Au petit matin, il y a une tradition à laquelle, paraît-il, on n'a pas le droit d'échapper à Beyrouth. C'est la dégustation du petit déjeuner favori des Libanais, la manouché. Pour trouver une bonne manouché, ce n'est pas compliqué, il suffit de se balader dans les rues. On finit toujours par tomber sur une échoppe qui en vend, comme celle de Georges. Bonjour. Bonjour. Je pourrais avoir une petite manouche? Qu'est-ce que vous goûtez? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme manouché? Il y a beaucoup de genres de manouché. C'est vrai? Il y a le thym, le za'atar, et le fromage. Ouais. Il y a le kushik libanais. Je vais prendre une comme ça. Yeah. Ça, c'est mon petit déjeuner, ça? Oui. Ça vient d'où, la manouché, tu sais? Elle est libanaise, pure libanaise. Pure libanaise. Voilà. Merci. Il y a 3 genres de gens ici qui passent dans la route. Il y a les élèves, les bureaux, et il y a les gens qui habitent ici. Ah, c'est une cuisine de rue. Oui, Est-ce que tu veux bien m'apprendre à faire la manouché? avec plaisir. Bonjour, vous voulez une manouché? Oui. Je vais la faire pour vous. Vous êtes sûre? Je préférais que ce soit lui. Ah, vous... Eh ben voilà, ça commence. Vous avez raison. Elle est délicieuse, hein. Je la jette vraiment. Yalla, jette-la. Très bien, yalla. Pour déjeuner, je suis invitée dans un restaurant un peu particulier, tenu par une association d'aide aux veuves de guerre. Pour y accéder, j'ai dû faire une wasta, comme on dit ici, c'est-à-dire faire jouer une relation bien placée. Si vous voulez manger à Ashralouna, la liste d'attente est longue. L'endroit est connu pour être une des meilleures tables de Beyrouth. Qu'est-ce que vous préparez? Du yaourt. C'est du yaourt. Ah, c'est pour la sauce avec la viande? Oui, c'est ça. Et ça, c'est typiquement béroutin comme cuisine? Tripoli. Et de Beyrouth. Et Beyrouth, les deux. Ça vient de Tripoli. Non, pas de Beyrouth. De Tripoli, dis-lui. D'accord. Donc là, ce qu'on va manger, c'est de la cuisine beyroutine, mais aussi un petit peu de cuisine du nord, de Tripoli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce que tu veux. De partout. On fait tous les plats du Liban. Il y a des plats très anciens, des plats que faisait ma grand-mère, par exemple. Ils étaient oubliés et nous les avons adaptés au goût du jour. Qu'est-ce que tu mets dedans? C'est du sirop de grenade. Wow. De la coriandre, de l'ail,
De l'huile d'olive. C'est quoi ça? C'est de la pâte. Alors, je suis très impressionnée parce que tout le monde veut venir manger chez vous. Quand je vois le nombre de gens qui viennent, je suis épatée de voir qu'on a réussi à faire tout ça. Que Dieu préserve cette association qui nous emploie. Grâce à elle, nous n'avons besoin de personne. Comment est-ce qu'elle vous aide, l'association? Elle m'aide pour la scolarité des enfants et pour mes médicaments, parce que je prends des médicaments. Les déjeuners préparés par les veuves se tiennent tous les vendredis. Et la grande organisatrice de ce rituel, c'est Sanata Will. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Vous êtes en train de tout arranger pour le déjeuner de tout à l'heure? Tout à l'heure, oui. C'est vendredi, le grand jour. Eh oui. Et alors, tout le monde vient déjeuner et on arrange un peu la salle et on espère bien vendre naturellement. Ouais. Il y a combien de personnes qui viennent déjeuner? 100 à 120 personnes. Oh. Ces gens viennent pour déjeuner et ils ont un œil sur la boutique. Et ils savent bien pour nous aider qu'ils achètent nos draps, des nappes. Ça marche très bien. Il faut toucher du bois. Oui, allez, touchons du bois. Dans ce pays où l'on compte énormément de veuves de guerre, l'association Ashraluna, qui veut dire « notre travail », ne se contente pas d'organiser des repas. Elle permet à ces veuves de retrouver un travail et de reconquérir leur indépendance. Sans l'association, comment ça se passerait pour vous? En Orient, la femme dépend de l'homme et ce n'est pas une bonne chose. Quand son mari meurt, elle doit être prête à travailler. Moi, ce n'était pas le cas et quand mon mari est mort, j'étais complètement perdue. Mais ici, j'ai trouvé le confort. Je suis responsable de moi-même et de mes enfants. J'ai mon propre salaire. Je paie les études de mes enfants et je veux pouvoir le faire jusqu'à mon dernier souffle. Alors là, c'est un coin que j'aime bien, ça, moi. Je suis très pâtisserie. Et selon toi, quelle est la grande différence entre la pâtisserie libanaise et la pâtisserie européenne que tu connais bien aussi? La pâtisserie libanaise, elle est parfumée à l'eau de fleur d'oranger. Elle est sucrée plus ou moins au miel. Elle fait grossir. Est-ce que dans les pâtisseries qu'on est en train de faire, il y en a une qui est typiquement béroutine? Ça. Ça, c'est typiquement béroutin? Et alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi la recette? De la semoule, de l'anis, de l'huile d'olive, du beurre. Après, il faut frire. Ah, c'est frit? Ça, c'est frit. C'est ça le résultat? Tiens. Tu veux? T'en veux pas maintenant? Eh ben moi, je veux. Ça, c'est les ataïf. C'est les crêpes qu'on va fourrer avec des noix, de l'eau de fleur d'oranger et du sucre. Alors ça, oui, c'est quoi ça? C'est une pâte sablée. Oui. Et dedans, il y a la pâte de date. Et c'est des petits cookies qu'on met au four. Demain, je ferai un parcours à travers la mémoire du Liban. Je passerai par la maison Beth Beyrouth, qui sera bientôt le musée de la guerre. Puis j'irai voir le musée national des antiquités, miraculeusement sauvé du désastre par la volonté d'un homme. Je ferai un détour par la mythique Baalbek, pour descendre à l'hôtel Palmyra, le vestige de l'âge d'or du Liban des années 60.
Enfin, j'arpenterai la place des Martyrs, le lieu emblématique de l'histoire récente du Liban.